L'art est quelque chose de très compliqué. Exutoire pour certains, passion ou niche fiscale pour d'autres, le terme art ou œuvre d'art est finalement assez vague. Alors si j'en crois la seule définition que j'ai jamais eue, qui venait de mon prof d'art plastique en 3ème, l'art se définit par l'absence d'utilité. Ce qui, à mes yeux, ne fait aucun putain de sens, parce que si tu me files n'importe quel Jackson Pollock, je te fais un banger d'avion en papier, et le cinéma, le 7ème art, sert surtout à divertir, donc il a une utilité. Alors, puisque beaucoup d'œuvres sont exposées dans des lieux où l'entrée est parfois payante, on pourrait, sans trop tordre les définitions données par des profs à 2 balles, considérer que l'art sert aussi à divertir. Il sert aussi d'exutoire à l'artiste, qui, paraît-il, crée sans intention, mais ça c'est de la merde, et de niche fiscale à maître véreux, qui a pas envie de déclarer tout son patrimoine. Mais comme bien d'autres mots, peut-être parfois plus extrêmes, qui servent à faire le buzz aujourd'hui sur Twitter, les termes art ou œuvre d'art sont tellement surutilisés aujourd'hui qu'ils s'appliquent dans le langage moderne à tout et n'importe quoi. Que ce soit une sublime toquante posée sur ton poignet, une banane scotchée à une toile ou, et c'est juste mon avis, la voiture dont on va parler aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la Lexus LFA. Alors installe-toi, mets-toi bien, moi c'est Clippy da Clip, j'ai un t-shirt avec des taches et tu peux me suivre absolument partout, ça s'affiche en dessous, si la vidéo te plaît bien entendu. Prends-toi une pizza, un burger ou un kebab si c'est peut-être plus ton truc, et pourquoi pas un truc à boire qui pourrait, par hasard, provenir du sponsor de cette vidéo. Bon, la journée a été longue, mais j'ai du montage à rattraper, alors s'il faut, j'irai jusqu'au bout de la nuit. Le jeune, tu es pas en train de... Trou du cul. Il s'endort tout le temps alors qu'il a du montage à faire. Fort heureusement, moi j'ai Oli Énergie. Alors même si je suis tarpin crevé, je peux travailler à sa place. Et il faut, parce que les gens veulent des vidéos, là. Oh, si t'oublies d'uploader une semaine, t'as plus de pertinence, oh là là. Ouf. Ah là là, quel bolos. Mais toi aussi, tu peux accéder à l'énergie et finir ton taf, que ce soit tes devoirs ou le montage ou ta mère la pute, j'en sais rien, avec le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes tes commandes, ou le code Clippy 5 pour 5 € de réduction sur ta toute première commande. Achète, que ça mon max frérot, on a pu un rond ici, c'est la dèche. Lui, c'est Haruhiko Tanahashi. Il est notamment le papa de la Celica GT Fort, et Tanahashi, il a un rêve, celui de construire une supercar. Il voudrait construire une 2000 GT moderne, une voiture qui enterrerait quoi que ce soit d'occidental sur la piste, comme sur les parkings. Et ce rêve, Tanahashi-san, alors qu'il travaille sur un projet connu sous le nom de P280, qui visait à créer une remplaçante à la Supra, soit une énième voiture de sport avec un 6 cylindres en V ou en ligne, et ce rêve, il va le voir arriver sur un plateau. Les directives ont changé. Le projet ne devrait plus être une énième sports car reprenant des pièces ça et là dans le catalogue Toyota. Non, la nouvelle intention est claire. On cherche à construire quelque chose de capable de chier sur les plates-bandes européennes. Alors on va pas faire semblant. On va pas construire un énième 6 cylindres, qu'il soit en V ou en ligne. On va pas s'aligner sur une NSX ou n'importe quoi de chez BM ou Porsche. Non. Le benchmark ici, c'est la McLaren F1. La voiture la plus rapide du monde alors. Une équipe de presque 200 personnes va être formée et travailler d'arrache-pied sur une voiture qui, pour l'instant, tient plus du délire que du rentable. Le nouveau projet, baptisé TXS, va coûter une blinde et n'aura pendant très longtemps rien à montrer que des dessins et un cahier des charges dont la complexité et le coût sont tels que le board exécutif attend la moindre occasion pour tuer le poussin dans l'œuf. Et si c'était pas pour Akio Toyoda lui-même et son soutien sans faille à ce projet, il y a fort à parier que les lunetteux de la compta auraient eu gain de cause. Et pour être honnête, j'ai pas envie de leur donner tort, parce que le projet avait un budget illimité. Illimité dans cette économie, début 2000, avec Toyota qui est en train déjà de gaspiller le PIB d'un pays par an en Formule 1. Pourtant, l'idée est couramment employée encore aujourd'hui. En marketing, on appelle ça un halo product, ou produit halo. Non, rien à voir avec Master Chief. L'idée, c'est d'avoir un produit qui met en avant les valeurs et surtout capacités et savoir-faire de la marque. Ça n'a pas forcément besoin de faire sens, ni même d'être pricé correctement. L'intérêt ici est de générer un impact marketing. Chaque Ferrari, quelque part, est un halo product, strictement inutile et vendu à des prix exorbitants en quantité mineure. Mais ces voitures vont générer des ventes de produits dérivés, faire rêver de jeunes entrepreneurs comme des gamins dans la cour d'école, renforcer l'image de la marque et, surtout, générer des ventes de produits dérivés. Sans
oublier, bien évidemment, les produits dérivés. Apple utilise régulièrement le concept, mais quelque part en étant encore plus fort parce que eux, ils arrivent à vendre leurs produits, même si un peu dilués. L'iPhone, par exemple, dans sa config Max, est un Halo product, dont le prix est indécent, mais c'est pas important parce que les acheteurs vont rêver de cet iPhone-là et se contenter du modèle moins cher en 24 fois sans frais, ou carrément acheter le modèle précédent, qui est encore en vente par Apple. Et même moi, qui suis pas ultra friand des produits Apple, notamment par rapport à tout ce qui est right to repair, etc., et le pricing, qui est ce qu'il est, bah j'ai fini par m'acheter une paire d'AirPods. Alors que j'ai pas d'iPhone, que je savais très bien c'était quoi le concept du Halo Product. Ouais. Tel un pigeon, je roucoule. Et la LFA, en étant produite de zéro feuille blanche, en étant une voiture qui ne partage aucun item, à part peut-être les boucles de ceinture de sécurité avec une autre Toyota, c'est la définition même d'un produit Halo. Une voiture dont l'existence à elle seule renforce l'image globale de la marque, même si sa rentabilité directe est limitée, ou dans le cas présent, catastrophique. Et la dite rentabilité va pas être aidée par un changement de cœur vers la fin de la conception de la première, entre guillemets, LFA. Parce qu'en effet, en 2005, quand le concept est dévoilé, la voiture est majoritairement composée d'alu. Pour une très bonne raison, c'est un choix standard dès lors qu'on pense à une voiture de sport, l'aluminium, parce que c'est un matériel qui est finalement assez peu onéreux, facile à travailler et suffisamment rigide. Pourtant, le benchmark, c'est la F1. Et la F1, elle fait pas semblant avec le carbone. Mais Toyota a jamais vraiment travaillé le matos pour une voiture de production. Alors aujourd'hui, si on a un problème comme ça, on demande à une compagnie externe de faire le taf pour nous, parce que voilà, on s'appelle Ford. Mais Toyota, ils en ont rien à foutre de comment ils font les autres, parce que à la base, les Boog, leur credo, c'est les machines à tisser. Donc ils vont fabriquer leur propre métier à tisser, le carbone, leur propre four. Bref, ils vont juste pas acheter de quoi faire des châssis en fibre de carbone, ils vont carrément aller jusqu'à un nouveau standard de manufacture. Ah, rien que ça. Et donc tout a été fait in-house, comme on dit. Puis y a rien de mieux pour mettre en valeur le savoir-faire de la marque que de rajouter une corde à ton arc. Ça rime. Ce changement de cœur, il va juste occasionner des dépenses énormes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros et aussi retarder l'arrivée de la LFA de plus de 3 ans. Du coup, plutôt qu'une monocoque en alu classique, la LFA aura un mix de carbone et d'aluminium et sera donc la première voiture japonaise à avoir une monocoque partiellement en carbone, ou plus précisément en Carbon Fiber Reinforced Polymer. Mais on s'arrête pas là, parce que le châssis a été testé et, devinez quoi, testé au Nürburgring. Vous savez, la petite boucle nord là, seulement 20 bornes. Bah. Tout ça pour le rendre le plus incisif et le plus prévisible possible. Suspension à double triangulation à l'avant, comme sur une Formule 1, multibras à l'arrière, frein en carbone céramique Brembo. Rajoutez ça le fait que les panneaux qui composent la carrosserie ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fibre de carbone, mais en fibre de verre, imprégnés de micro-boules de verre. Ces derniers agissant comme filler sans augmenter le poids de manière significative, ce qui veut dire qu'ils sont encore plus légers que légers. En fait, c'est bien simple, si tu remplaces les panneaux par de la fibre de carbone, ils sont plus lourds. S'il y a bien un truc qui distingue la LFA du reste, s'il y a bien quelque chose qui fait que vous connaissiez la LFA, c'est son moteur. Peut-être plus particulièrement le bruit de son moteur. Il n'y avait pas de question pour la motorisation. Dès lors qu'on savait qu'on allait produire une supercar estampillée Lexus, chez Toyota, on voulait caser un gros V10 dedans. Le parallèle avec la F1 se faisait de lui-même et les V6 sont considérés à tort comme trop mondains, les V8 trop paresseux et les V12 trop fragiles. Et Toyota va pas travailler seul sur cette histoire, mais embrigader Yamaha, qui de toute façon est sous le même parapluie corporate. Et ça fait full sens quand on se souvient que Yamaha avait déjà à l'époque travaillé sur le moteur de la Toyota 2000 GT, qui était la première supercar japonaise. Et d'ailleurs, on a vaguement parlé dans la vidéo sur la Toyota Supra en GJTC qui est sortie il y a un peu. C'est une trilogie, faut les regarder toutes les trois parce que ouais, juste une suffit pas. Bien sûr, ils ont pas laissé carte blanche à Yamaha, ils ont co-développé le moteur avec eux, gaiement, main dans la main. Et c'était pas la première fois puisque sur l'autre Lexus qui a conquis mon cœur, la ISF, Yamaha avait déjà développé les culasses de Urgese. Donc je peux moi-même corriger un truc que j'avais dit il y a moult temps maintenant sur la chaîne, c'est que Lexus avait signé l'échappement de la LFA. En vérité, ils ont eu beaucoup plus la main sur le moteur que ça. Mais à ma défense, la division musicale de Yamaha, donc pas nécessairement les mecs qui font des moteurs d'MT-09, mais les mecs qui font des flutios et des pianos là, avait été chargée de rendre le son le plus iconique possible, autant à l'intérieur du véhicule qu'à l'extérieur. Et ça passait par quelques ajustements au niveau de la boîte à air
et bien entendu de l'échappement. Et ce moteur, c'est une énorme dinguerie parce que le V10 de 4 litres 8 de cylindrée était plus compact et léger que le V6 3 litres 5 que Lexus planifiait initialement, avant que le projet n'évolue en supercar. Le moteur est placé ultra bas dans la baie moteur, recourt à des pièces en titane et relève plus du moteur de Formule 1 Undertuned pour rester en dessous des 10 000 tours-minute qu'à quoi que ce soit d'autre. Ce qui devrait pas réellement surprendre puisqu'on sait que Yamaha a été motoriste en Formule 1 et si vous le savez pas, j'ai fait une vidéo dessus, des fois que ça vous branche. Avec une VMAX de 325 km/h, 550 chevaux envoyés aux roues arrière comme toute supercar qui se respecte, le moteur montait si vite qu'un compteur analogique n'arrivait pas avec précision traquer les révolutions du moteur. Ah oui, et ça du coup j'ai vérifié, et il se trouve que c'est 100% connerie. Et en JGTC... Non, je rigole, c'est bon... On a sorti le JGTC du système, mais au Nürburgring, oui, la LFA a un historique en compétition. Mais ce que j'aime tout particulièrement avec le dit historique, c'est que, à l'inverse d'une GTA par exemple, qui a d'abord été produite puis envoyée sur la piste, la LFA a couru avant même d'entrer en production. Parce que tester une supercar sur le Nürb, c'est vu et revu, fait et refait. Envoyer une team d'ingé, un pilote en Allemagne pour aider au développement, c'est bien, mais il n'y a pas de meilleure équipe de développement et de mise au point qu'une équipe dont le but principal est de battre d'autres équipes. La compétition est la meilleure des écoles. Et en 2007, une équipe tellement importante qu'elle va éclipser TRD et Toms en termes de notoriété, va voir le jour. Le rôle de l'équipe, participer aux 24 heures du Nürburgring en engageant des LFA de pré-production spécialement configurés pour la tâche. Et à la fin de ces 24 heures passées en enfer, tirer des conclusions sur ce qui doit changer et ce qui ne doit pas changer pour la LFA. Et puis, commercialement, si la voiture se montrait capable de survivre au dit enfer, ça fera pas de mal. Et cette équipe, vous la connaissez très bien. Cette équipe, si vous aimez le WEC, le WRC, ou même depuis très récemment, si vous vous intéressez à la F1, vous avez entendu leur nom. Gazoo. Parmi la liste des pilotes engagés par cette équipe, il y avait un certain Mojiro Kinoshita, un mec dont le palmarès était simplement le fait d'exister, aucune trace du boug, rien du tout. Mais qui est donc ce bel inconnu? Plutôt, je vous ai dit qu'Akio Toyoda avait apporté dès le début un soutien sans faille au projet. J'ai pas élaboré plus que ça, mais à chaque fois qu'un comptable venait l'emmerder pour le budget, il lui sortait la carte piège, mon nom est sur l'immeuble, connard. Mais à l'époque, Toyoda n'est pas président de Toyota, il est responsable de la branche chinoise. Et oui, Toyoda, héritier de la famille Toyoda, la famille qui a fondé Toyota. Et tu te demandes pourquoi, du coup, Toyoda et Toyota. De ce que j'ai pu trouver, apparemment, en calligraphie, il faut 8 coups pour écrire Toyota contre 10 pour écrire Toyoda. Et le chiffre 8 est porte-bonheur dans la culture japonaise. Voilà, je sais pas si c'est vrai à 100%, mais c'est la seule explication que j'ai trouvée. Mais même en n'étant pas président de l'entreprise, il avait un poids phénoménal juste avec son nom de famille, parce que les gens savaient qu'éventuellement, Toyoda serait le big boss. Mais on en était à un point phénoménal à la fin du développement, tout le monde faisait pression sur lui. Les boards exécutifs et d'investisseurs étaient littéralement en train de faire pression sur le gars, presque la boîte entière remettait en question, ne serait-ce que l'existence du LFA Works, soit la division qui était chargée du projet qui était établie à Motomachi. Bah figure-toi que Toyoda, il était déter au point où il a décidé de participer de ses propres mains au développement de la LFA. Et en plus, Toyoda, il sait conduire, il a même été formé par Hiromu Naruse au pilotage, et Naruse est le fondateur de Gazoo. Donc si quoi que ce soit, il était intimement lié au projet LFA, même avant les phases de test. Mais Toyoda, il a beau savoir conduire, il est héritier de la famille Toyota. C'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui vaudrait mieux ne pas risquer sur une course d'endurance de 24 heures ultra dangereuse, j'ai aussi quelqu'un qui se fera charcuter par le board exécutif, qui n'hésitera pas à le faire passer pour un gosse capricieux qui voulait un nouveau joujou, s'il l'était ne serait-ce que vu au volant d'une LFA en test. Et c'est là qu'intervient Moriso Kinoshita, qui n'était en fait rien d'autre qu'un pseudonyme. Donc oui, Akio Toyoda lui-même était au volant de la LFA 24 heures du Nürb. Imagine avoir le soutien de ton boss à ce point. Aujourd'hui en France, avoir une rupture conventionnelle, ça tienne de la folie douce, alors que... En plus, le subterfuge a l'air d'avoir marché, puisque un mois après la participation d'Akio aux 24 heures du Nürburgring, il deviendra enfin président de Toyota. Et la même année, pour célébrer les 20 ans de la marque Lexus, la LFA de production est révélée au monde. Après 9 ans dans les limbes de la conception. Et là, ce que tu ne te dis pas, c'est pouah, c'était un succès phénoménal. Déjà parce que t'as lu le titre de la vidéo, et ensuite parce que il y a de fortes chances pour que la LFA en ait jamais entendu parler d'une quelconque autre que manière que ouah, c'est une pépite cachée. Lexus venait peut-être de créer la supercar à moteur avant parfaite. Le V10, le son, le châssis, la boîte peut-être un peu moins, mais l'expérience de conduite était si proche de la perfection.
Mais Lexus n'arrivait pas à vendre. À 375 000 € pièce, la voiture était vendue à perte. La voiture était presque une bonne affaire, mais la voiture n'arrivait à séduire personne d'autre que des journalistes. La vérité, c'est que Lexus a fait une énorme connerie en analysant le marché. Lexus a écouté les potentiels acheteurs. Parce que l'acheteur de supercar, il aime se pomper le dard, il aime parler de passion, il aime parler de conduite, il aime parler des héros d'antan, mais il va beaucoup plus rouler dans sa série 7 que son Aventador. Une supercar dans le concept, dans l'idée, c'est un truc trop rapide, presque une voiture de course, mais comme l'a dit un de nos jeunes espoirs français, c'est posé, ça pas du tout plus vite qu'une F4, c'est une merguez. À la vérité, les supercars se font très souvent mettre à l'amende par des voitures de sport. La Lancer en son temps, la GTR encore aujourd'hui, la GT3 RS. Oui, je suis capable d'une certaine honnêteté intellectuelle. C'est parce que je n'aime pas la 911 que je vais enterrer ses performances. Le truc roule bien. Mais il y a plein de trucs performants que j'aime pas, hein, genre... La 911, voilà, allez, cassez-vous. Les supercars sont vachement moins tape-cul qu'on ne le croit. En fait, les supercars, ça a des options de confort qu'une LFA n'a pas. Fameusement, la LFA n'a même pas de porte-gobelet. La LFA, c'est rapide, c'est incisif, rigide. C'est fait pour les circuits. Mais les gens qui achètent des Lambo ou des Ferrari, dans leur ultra majorité, les achètent pas pour faire de la piste. Ils les achètent comme symbole de statut, comme bien positionnel. Et le circuit, bah, si on y va, c'est avec un paddock pass. Alors la seule position dans laquelle tu te places en achetant une LFA, aux yeux de Jean-Michel Bladamoula et de Jeff Bezos, c'est celle d'un connard qui a acheté une Toyota 400 000 €. Trop cher par rapport à la concu, alors qu'elle était vendue à perte. Elle aurait dû être vendue 2 millions de pièces, hein, si Toyota voulait refaire du fric dessus. Alors plus rapide que n'importe quelle autre voiture de production sur le mur, mais pas non plus un monstre de compétition. Désavouée dès sa conception par son board exécutif, alors qu'elle frisait la perfection. Si la LFA est une œuvre d'art, alors son auteur est un génie incompris. Auteur d'une symphonie mécanique, jouée dans un silence que peu ont su écouter.